On y va? Bonsoir à tous. Heureux de vous voir nombreux dans la salle et puis en ligne. Apparemment, vous êtes également très nombreux. Donc pour cette soirée, qui est une soirée double, organisée par l'association Foi et Culture Scientifique de Gif-sur-Yvette et puis le centre Teilhard de Chardin. Donc je vais parler un petit peu du centre. Pour la plupart, vous le connaissez, je pense. Il a ouvert il y a 2 ans. Et sa mission, c'est de réfléchir au sens et à la science, à mettre ensemble le sens et la science. Voilà. Et donc de réfléchir aux enjeux technologiques, anthropologiques, spirituels, qui se croisent dans le monde actuel à partir des sciences et des technologies. Voilà. C'est un centre fondé par plusieurs diocèses de la région parisienne et par les jésuites, mais qui bien sûr est ouvert à tous, quelles que soient vos convictions. Donc pour cette première réunion jointe de l'année, on va parler, on revient sur un sujet évidemment qui est très fort en ce moment, qui est l'intelligence artificielle, avec une réflexion peut-être inspirée par une tradition, la tradition chrétienne, que Rémi Sentis va nous partager, alors qu'il a pu exprimer dans un livre qui est apparu cette année, La guerre des intelligences n'aura pas lieu. Et donc, je vais dire un mot pour présenter Rémi. Donc, il y a deux auteurs, Rémi et puis Jean-François Lambert, qui est malheureusement décédé récemment. Mais donc, Rémi Sentis est un ancien élève de l'ENS, docteur en sciences, agrégé de mathématiques, directeur de recherche émérite au CEA, et qui a été pendant longtemps, je ne sais pas combien de temps, mais président de l'Association des scientifiques chrétiens, donc était un peu l'homologue parisien de Foi et Culture Scientifique. On a une douzaine d'années. Voilà. Et donc, il a publié de nombreux articles dans des revues internationales et puis des livres. J'ai oublié l'autre livre. Aux origines des sciences modernes. Voilà. Merci. Et puis donc, La guerre des intelligences, tout récemment. Voilà, je vais te laisser la parole pour un exposé, comme d'habitude, de 3/4 d'heure et puis une séance de discussion qui suivra. Merci à toi. Voilà, merci beaucoup. Donc, comme Bertrand l'a dit, ce livre a été coécrit avec Jean-François Lambert et donc une bonne partie des idées que je vais parler sont dues à Jean-François Lambert. Donc, je salue la mémoire. Voilà. Si vous vous endormez au cours de l'exposé, voilà 2 idées tout de suite à retenir. L'intelligence artificielle ne possède comme autonomie que celle que son concepteur vient lui conférer. Et la raison pour laquelle le robot ne pense pas, ce n'est pas le fait qu'il n'a pas de cerveau, c'est qu'il n'a pas de corps. Voilà. Bon, ça c'était pour ceux qui sont réveillés maintenant et qui vont... Voilà. Alors, le plan de mon exposé est simple. Il y a 3 parties. L'information, l'informatique, quelle autonomie pour l'IA, le robot peut-il penser, avoir des affections, des affects, de l'affection et des affects. Et puis, je donnerai 2 conclusions, une sur la guerre de l'intelligence et le technoprogressisme, et la deuxième, très rapide, sur l'éthique, la déontologie, à la lumière d'Antiqua et Nova, qui est, comme vous le savez sans doute, un texte écrit par 2 congrégations du Vatican, la Congrégation pour la foi et celle pour la culture, et qui est paru en début 2024. C'est bien ça? 25. Janvier 25. 2025, voilà. Donc, la première partie sur l'informatique et l'information. Alors, l'IA, comme chacun sait, c'est de l'informatique. Et l'informatique, alors si on prend la définition qu'en donne l'Académie française, c'est tout simplement l'informatique, c'est, comme chacun sait, le traitement de l'information. On traite des informations. En fait, donc c'est des informations sous forme numérique, bien sûr. C'est sous forme, donc c'est des informations symboliques. Tous les
les textes, les images, les sons, les nombres, bien sûr, tout ça, c'est réduit en symboles qui eux-mêmes sont réduits en nombres. Donc c'est ce qu'on appelle l'information numérique. Et une des idées qui me semble être importante de savoir, c'est que l'information numérique est différente de la connaissance. Alors, en fait, l'information numérique, c'est la connaissance, c'est ce qui donne du sens à l'information numérique. Et à partir des informations numériques, on peut en retirer d'autres connaissances. Donc, le schéma, c'est le fait qu'il y a un utilisateur qui donne de l'information numérique à l'ordinateur le traite, il ressort d'autres informations numériques qui vont être réinterprétées par l'utilisateur, donc qui va en tirer une connaissance. Alors, c'est un peu philosophique, mais alors peut-être pour réveiller les gens, on va peut-être passer au slide suivant qui va te donner un exemple. Voilà, alors c'est un petit exemple. J'ai listé ici 2 colonnes de 11 nombres. Vous voyez, ils sont tous à peu près du même nombre de grandeur, entre 300 et 400 000. Voilà. Et je demande à un homme d'une part, à une machine d'autre part, de faire le rapport des nombres de la colonne A sur les nombres de la colonne B, et je fais on déduit un autre nombre. Je dirais, alors ça, l'ordinateur fait ça 1 million ou 1 milliard de fois plus vite que l'homme à la main, et 1 million de fois plus vite que l'homme avec la calculette. Donc il n'y a pas de problème. L'ordinateur est infiniment plus puissant pour traiter l'information. Ça, c'est des informations numériques. Et vous me dites, mais ce que vous me dites là, ça n'a aucun intérêt. Enfin bon, faire le rapport de A sur B, ça n'a absolument aucun intérêt. Oui, effectivement, ça, vu comme ça n'a absolument aucun intérêt, ce que je vous raconte. Mais là où ça commence à avoir un intérêt, c'est si je vous dis ce que signifient ces nombres que j'ai mis en entrée. Donc la connaissance qu'il y a derrière. Et alors là, bon, je vais vous le dire, c'est le nombre de naissances des garçons et des filles en France entre 2014 et 2024. Tout d'un coup, on se dit, ah, et si on fait le rapport de A sur B, qu'est-ce que ça donne? Bon, l'ordinateur dit, bah, ça fait A sur B. Non, c'est l'utilisateur dit, ben, c'est le sexe ratio. Parce que ce qu'on appelait autrefois le sexe ratio, c'est-à-dire le rapport entre le nombre de garçons et de filles à la naissance. Voilà. Alors, il se trouve que là, ici, tout d'un coup, on se dit, mais le sexe ratio, bizarrement, il est pratiquement constant, enfin, à quelques fluctuations près, enfin, voilà. Et bon, alors cet exemple, il a l'air ultra simple, etc. Mais donc là, on en déduit une connaissance. Alors cet exemple n'est pas si bête que ça parce que ça remonte, les premiers calculs de ce type-là ont été faits au XVIIIe siècle et c'était le début des statistiques. Le début des statistiques, ça a été pour justement calculer le sexe ratio. Bon, ça c'est pour la petite histoire. Et c'est une notion, la notion fondamentale, la notion de base en statistique. Enfin, ça c'est la petite histoire, ça n'a pas de rapport avec le sujet. Tout ça pour dire que derrière, vous voyez, donc il y a une connaissance ici, une information là, une autre information en sortie, donc là, l'ordinateur passe de là à là, et en sortie, on interprète ça en disant, ben, c'est l'utilisateur qui dit, mais ça, donc c'est le sexe ratio. Voilà. Et donc, alors, vous me dites, mais qu'est-ce que c'est que la connaissance? Alors, bon, il y a des milliers de penseurs, de philosophes qui ont parlé de la connaissance, etc. Moi, je vais vous donner une définition que j'aime bien. Alors, c'est inspiré de Piaget. Hein, Piaget, donc, le grand psychologue, voilà. Qui nous dit que la connaissance, c'est l'affirmation faite par un sujet. Alors, pour lui, Piaget, il y a le sujet et l'objet. Hein, donc, le sujet, c'est l'homme, l'enfant pour lui, et l'objet, bon, c'est ce que l'homme, l'enfant,
a devant lui. Analyse. Il y a une place ici. Voilà. Donc, c'est l'affirmation faite par un sujet qui peut être discuté par d'autres sujets ayant le même niveau de développement. Voilà. Discuter, critiquer. Donc, il y a une analyse critique possible. Voilà. Il y a une discussion possible. On peut affirmer, confirmer. Voilà. Et donc, ici, on voit, et donc, alors, si vous êtes d'accord avec cette définition, bon, qui n'est pas plus bête que l'autre, c'est dur à piéger, donc, tout d'un coup, on se dit, alors, est-ce que l'ordinateur peut avoir des connaissances? Et c'est là où on se dit, eh ben, c'est qui? À ce moment-là, ça serait le sujet, ça serait l'ordinateur, mais c'est qui les autres sujets ayant le même niveau de développement? Alors là, on se dit, ben, oui, là, il y a quand même un malaise. C'est quoi? C'est d'autres ordinateurs. Et comment les ordinateurs vont-ils discuter, infirmer, confirmer, débattre? Parce qu'il y a des débats, voilà, des confrontations. Voilà. Donc, on se rend bien compte, enfin bon, c'est une indication pour dire qu'il n'y a pas de connaissance dans les ordinateurs. Alors bien sûr, il y a des gens qui vont tout de suite sauter au plafond en disant « mais ce que vous dites, c'est pas vrai, etc. Les ordinateurs pensent, ils ont des connaissances, etc. etc. » Bon, je continue néanmoins. Sur un autre point, maintenant, disons qu'une conséquence du fait que, donc c'est la deuxième partie, c'est quelle autonomie pour l'IA. Il s'agit là de répondre un peu à un lieu commun actuel. Il y a beaucoup de personnes qui affirment que l'ordinateur va nous écraser, va être autonome, va pouvoir créer des nouveaux programmes, des robots. L'intelligence artificielle va pouvoir créer de nouvelles intelligences artificielles, de nouveaux outils d'intelligence artificielle, à la limite même créer des nouveaux ordinateurs, etc. Et il y a certains qui disent, mais elle va tellement nous écraser qu'on n'aura plus la maîtrise. Elle va fonctionner toute seule et l'homme n'aura plus aucune maîtrise sur tous ces outils d'intelligence artificielle. Alors, c'est là où il faut se rappeler quand même que l'ordinateur, il traite de l'information, parce que c'est la définition de l'informatique, et donc pour ça, il a besoin d'énergie, et d'énergie électrique. Tout est basé sur l'électricité. Hein. Jusqu'à présent, et pour encore quelques siècles, c'est l'électricité. Hein. Même quand ce sera l'ordinateur quantique, ça fonctionnera avec l'électricité. On verra dans 5 siècles, il y aura peut-être d'autres choses, mais d'ici là, on est toujours sur ce schéma-là. Et donc, l'utilisateur, le concept, enfin, il y a toujours, c'est lui qui accepte que l'ordinateur reçoive de l'électricité. Si l'utilisateur, le propriétaire de la machine, tout d'un coup refuse de l'ordinateur et de l'électricité, ben, l'ordinateur va s'arrêter. Donc ça, c'est quand même, donc ça prouve bien que l'ordinateur n'est pas autonome. Deuxièmement, surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que derrière l'intelligence artificielle, il y a un homme partout. Il y a un homme qui est à la conception du programme d'intelligence artificielle, parce que l'intelligence artificielle, c'est un outil informatique qui est basé sur un programme informatique qui lui-même est basé sur des algorithmes. Et donc, ce sont des hommes qui ont conçu ces programmes et ces algorithmes. Même si, dans certains cas, il y a des petits bouts de programmes qui peuvent être écrits par des logiciels d'intelligence artificielle, mais qui eux-mêmes ont été conçus par l'homme pour pouvoir les écrire. L'homme est partout aussi parce que c'est lui qui va sélectionner les datas, les données qui sont indispensables pour l'intelligence artificielle. Et ça, c'est fondamental. Vous savez que l'intelligence artificielle fonctionne
avec des données, un très grand nombre de données, mais il faut bien les sélectionner et pondérer même l'importance de ces données les unes par rapport aux autres. C'est évident, enfin quand on est dans ce milieu-là, c'est évident que toutes les données n'ont pas la même valeur, et donc il faut savoir les pondérer. Et donc là, il y a ce qu'on appelle un data manager qui va gérer cette masse de données, donner des pondérations aux différents textes, aux différentes images, aux différents sons, en disant ça c'est plus intéressant que ça c'est fondamental, etc. Et donc, même si il y a des outils automatiques qui donnent des pondérations, des poids aux différentes familles de données, il faut que quelqu'un ait programmé l'outil informatique qui va donner les pondérations. Voilà. Bon, alors, bien sûr, l'utilisateur est partout dans l'intelligence artificielle et il y a des régulateurs, des gens qui font la maintenance. Donc ça, c'est partout aussi. Vous savez que maintenant, les systèmes d'intelligence artificielle, il y a tout un tas de paramètres, ce qu'on appelle les poids synaptiques, par exemple, dans le deep learning, et ce qui existe aussi dans les modèles de type ChatGPT, les Large Language Models. Donc, il y a partout des paramètres, des poids synaptiques, et il faut pouvoir surveiller l'évolution de ces poids synaptiques. Ces poids synaptiques évoluent autour du temps, il faut pouvoir les surveiller, et donc il y a tout un travail de maintenance, de surveillance, de contrôle de l'évolution de ces poids synaptiques. Donc, finalement, l'homme est partout. Et ça, ceux qui sont dans le milieu de l'intelligence artificielle le savent. L'homme est partout, et d'ailleurs, il n'y a qu'à voir, sur le marché du travail, on cherche des ingénieurs spécialistes en data science ou en intelligence artificielle absolument partout. Donc, ça prouve bien que il ne peut pas y avoir d'intelligence artificielle qui fonctionne sans les hommes. Alors maintenant, je vais aborder la question centrale, c'est le robot peut-il penser? Peut-il avoir de l'affection? Peut-il avoir des affects? Et surtout, est-ce qu'il peut penser comme un homme? Alors en fait, quand on analyse la pensée humaine, alors il y a des milliers d'auteurs qui ont analysé la pensée humaine, les neuroscientifiques, etc. Bon, on se rend bien compte que alors, la pensée classique, mainstream, depuis une vingtaine, une cinquantaine d'années, c'est dire l'ordinateur, l'homme, le réseau, il calcule, il fait des calculs, c'est une suite logique, un enchaînement logique d'opérations, et ça ressemble à ce que fait l'ordinateur. Bon, alors ça, c'est une forme de pensée et d'intelligence qu'a l'homme, mais bien évidemment, il y a beaucoup d'autres formes. Alors, en particulier, il y a une forme fondamentale, c'est une forme de pensée fondamentale, c'est l'intuition. Alors, l'intuition, vous me direz, l'intuition, oui, c'est bon pour les enfants, mais voilà, les grands-mères qui ont peur de l'orage, etc. Ben non, l'intuition, c'est fondamental, même dans le domaine scientifique. Ça, c'est une chose. Toutes les grandes avancées scientifiques, alors je parle dans le domaine que je connais un peu, c'est les mathématiques. Quand un mathématicien a l'idée d'un théorème, eh ben, comment ça vient l'idée d'un théorème? En fait, il a une intuition. Il a l'intuition du résultat, et il se dit, pour obtenir ce résultat, il faut avoir tel genre d'hypothèse. Ce n'est pas uniquement un problème purement déductif. Au démarrage, il y a l'intuition. Il y a l'intuition du résultat. Il n'y a pas le schéma logique d'enchaînement A donne B, B donne C, etc. Donc A donne C, non.
Ça vient après. C'est dans toute réelle création scientifique, il y a d'abord l'intuition, puis le raisonnement, qui est un raisonnement logique, d'inférence. Voilà. Et ça, c'est... Bon. J'ai côtoyé quelques grands mathématiciens dans la vie, et tous m'ont dit ça, c'est un jour, au réveil ou au milieu de la nuit, tout d'un coup, je me suis dit, mais si, ça y est, c'est évident. Cet ensemble-là, il va être compact pour telle topologie. C'est évident. Mais, bon. Alors, il n'a pas eu l'intuition comme ça. Bon, c'est parce qu'il a eu toute sa carrière derrière lui. Il a eu 30 ans de travail sur ce que c'est que la compacité et les capacités pour les différentes topologies. Et tout d'un coup, ça a décanté. Tout d'un coup, il a eu l'intuition. Donc, je pense que ça, c'est un angle mort. L'oubli de l'intuition est un angle mort de tout un pan de d'une certaine littérature qui se veut ultra techniciste en ce qui concerne la pensée cérébrale. Alors, deuxième caractéristique de la pensée, c'est que la pensée humaine est liée à des sensations. On sent quelque chose, donc on sent que la plaque est chaude, donc on pense qu'il ne faut pas mettre la main sur la plaque chaude. On sent que son enfant est en train disons, de crier, on se dit, oh là là, ça veut dire qu'il n'est pas bien, parce qu'il a faim, ou il s'est disputé avec son frère, enfin voilà. Donc, il y a un rapport entre le sens, les 5 sens de l'homme et la pensée. La pensée, en fait, très souvent est guidée par nos sens. Et alors vous me direz, mais dans l'intelligence artificielle, dans les robots, il y a aussi des sens, il y a des capteurs. Alors c'est là où je dis effectivement, le robot va pouvoir capter des informations. Ça ressemble au captage d'informations par des sens de l'humain, chez l'humain. Mais en fait, on se rend compte que le robot, lui, il a des périphériques, ça peut être des bras, éventuellement, c'est bien sûr des caméras, des systèmes audio, des systèmes vidéo, donc il a l'impression qu'il voit, qu'il regarde, il émet même des sons, des images, donc on a l'impression qu'il lui aussi a des 5 sens, mais en fait, ce sont des périphériques par rapport à l'unité centrale de ces objets. Et ce n'est pas le corps, ce n'est pas un corps. Ici, il y a une distinction entre l'unité centrale et le périphérique. Alors que dans l'homme, c'est le même individu, le même corps qui sent et qui pense. Alors même si c'est des parties différentes, mais la pensée n'est pas uniquement dans le cerveau d'ailleurs. Vous savez, il y a toutes les pensées réflexes, il y a tous les arcs réflexes. Donc, dans lequel le cerveau, à la limite, est un peu court-circuité. C'est directement, on pense avec nos 5 sens, d'une certaine façon, grâce à nos 5 sens, dans certains cas. Alors, il y a en particulier un des sens, qui est un sens très particulier, qui est le toucher. Quand un enfant met la main sur le bras de sa mère qui est en train de mourir, le toucher de son bras, c'est une marque d'affection.
vis-à-vis de sa mère. Mais ça va aussi, ce toucher va aussi l'affecter lui en retour. C'est-à-dire le fait de l'avoir touché sa mère qui est en train de mourir va l'affecter lui-même. Parce qu'il sentira que la peau de sa mère n'est pas la même que la peau de sa mère qu'il y a 2 ans ou 3 ans, etc. Donc, l'affection qu'il va porter à sa mère va l'affecter lui-même. Et donc ça, c'est la grande idée de... Donc c'est Jean-François Lambert qui a développé cette idée, et je crois qu'elle est absolument fondamentale, c'est que il n'y a pas d'affection réelle sans affect en retour. Et le robot, lui, alors même certains robots peuvent, je me dirais que certains robots peuvent avoir une sensation haptique. Voilà, il y a des bras haptiques qui ressemblent à une action de toucher. Donc il y a des robots, même des robots d'assistance médicale, des robots d'assistance à domicile, qui vont toucher la personne malade, qui vont réconforter la personne qui est seule, etc. Donc les Japonais sont très forts pour ça. Hein. Ils ont lancé tout un tas de robots avec des mains qui sont comme des mains humaines, etc. Donc on fait la thérapie par le toucher grâce à ces robots. Enfin bon, tout ça c'est vrai, c'est formidable. Mais en aucun cas, ces robots ne vont être affectés par le geste qu'ils font vis-à-vis de la personne malade. Ils vont réellement toucher la personne malade. La personne malade ressentira peut-être quelque chose. Elle dira, tiens, il y a quelqu'un à côté de moi, voilà, on pense à moi. Mais en aucun cas, le robot va être affecté par ce toucher, parce que le robot, lui, il a été programmé pour ça et il n'est pas affecté par l'action qu'il est en train de faire. Et je pense que cette relation entre l'affection et l'affect en retour, c'est quelque chose qui ne peut pas exister au niveau de la machine. Parce que la machine, elle, ne peut pas recevoir ces affections en retour. C'est un sens unique. Et un dernier point, ce que je dis sur le fait qu'on pensait avec son corps, il y aurait une tentation, c'est de dire, il y a un parallèle entre le couple hardware-software dans l'informatique et le couple corps-âme chez l'humain. Le corps, c'est l'hardware et l'âme, c'est le software, par exemple. Enfin, Alors, en fait, ça ne tient absolument pas. Cette comparaison, ce parallélisme entre les deux couples ne tient absolument pas. Parce qu'autant le software est différent du hardware, le software, donc, c'est des programmes informatiques qui ont été installés sur le software, sur le hardware. Donc, il est différent, il a été mis après. Autant le corps et l'âme sont indissociables. Alors, surtout dans une anthropologie chrétienne. Je suis mon propre corps, et l'âme est mon propre. Voilà. Mon corps et mon âme, ça fait. Mon corps, c'est moi, et mon âme, c'est moi. Il n'y a pas de. Alors, au sens aristotélicien, on dit que l'âme est la forme du corps, ce qui veut bien dire que c'est la même chose. Et au sens chrétien, le corps et l'âme font un, et dans l'esprit, enfin, avec l'esprit. Hein. Là, il y a toute l'anthropologie de saint Paul. L'homme est corps, âme et esprit. Et c'est l'esprit qui rassemble le corps et l'âme, d'une certaine manière. L'âme vit dans l'esprit et le corps est le temple de l'esprit.
Donc, je pense que cette idée du fait qu'on pense avec son corps est une idée fondamentale. Et c'est peut-être ça qui fait la différence fondamentale entre la pensée humaine et l'activité de l'intelligence artificielle. Voilà. Maintenant, je vais conclure relativement rapidement du transhumanisme, ou plus exactement du technoprogressisme. Alors, qu'est-ce que c'est que l'idéologie du technoprogressisme? C'est en fait c'est une variante du transhumanisme, une variante un peu soft du transhumanisme, en gros. Donc, pour moi, donc, le technoprogressisme, c'est l'idée que l'IA n'est pas un outil, elle est plus qu'un outil, et qu'elle est comparable à l'homme. On peut la mettre en comparaison avec l'homme. L'IA fait quelque chose, l'homme fait autre chose, mais ils ont tous les deux des actions et ils peuvent rentrer en compétition et on peut les comparer. Alors, là, disons que là, il y a toute une idéologie derrière en disant que finalement, il est légitime de comparer l'action humaine et l'action des robots ou de l'intelligence artificielle. Alors certes, oui, on peut comparer leurs actions, mais est-ce qu'on peut dire qu'ils sont sur le même plan? Tout ce que je vous ai dit dans les 3 parties précédentes, ça montre bien que ce n'est pas sur le même plan, que l'homme est indispensable pour l'outil d'intelligence artificielle, et l'homme, par ailleurs, a un mode de pensée différent du mode de fonctionnement de l'intelligence artificielle. Mais pour les technoprogressistes, ils balayent complètement cette argumentation et ils se focalisent uniquement sur ce que fait l'homme et ce que fait l'intelligence artificielle, les produits. Voilà. Ce qu'il en sort, les utilités, au sens le plus basique, matérialiste du terme. Et là, de ce point de vue-là, ils disent, vous voyez, l'intelligence artificielle fait de mieux en mieux. Donc, alors, par exemple, sur le plan médical, on arrive à faire des choses, des diagnostics extraordinaires, meilleurs que les médecins. On arrive à faire des voitures autonomes. Bientôt, on arrivera à avoir des taxis automatiques sans chauffeur. On arrivera à penser de façon naturelle grâce à une IA. On va couper grâce aux technologies NBIC, hein, la fameuse convergence NBIC entre les neurosciences, enfin les neurotechnologies, les biotechnologies, les technologies informatiques et les technologies cérébrales. Grâce à cette convergence, on va fusionner l'homme et la machine. Et il y aura un homme qui sera augmenté par la machine grâce à cette technologie de convergence. Et donc, on va arriver à un homme qui aura beaucoup plus de capacités. Mais il devra utiliser l'IA et sera soumis à une certaine forme d'IA. Et donc, il y aura, alors, dans cette mouvance idéologique, il y a toute l'idée qu'il va y avoir une guerre des intelligences. Alors, je renvoie ici à toute une littérature sur la guerre des intelligences. Bon, là, l'exemple que j'ai en tête, hein, vous avez deviné, c'est Laurent Alexandre qui a écrit ce livre, La guerre des intelligences, il y a une dizaine d'années, voilà, qui a eu un certain succès de librairie. Et pour lui, alors c'est indispensable de se préparer à cette guerre. C'est une guerre inévitable. Et si on ne veut pas que l'homme soit écrasé par l'intelligence artificielle, il faut utiliser tous les moyens. Et l'homme doit utiliser tous les moyens techniques,
tous les moyens informatiques, tous les moyens à sa disposition, de façon à pouvoir s'adapter à la future intelligence artificielle. Donc, la future intelligence artificielle va être tellement puissante que nous, il va falloir nous adapter et utiliser tous les moyens techniques. Et en particulier, pour lui, il est hors de question d'être entravé par des règles morales. C'est ça l'idée fondamentale des technoprogressistes. Il ne faut mettre aucune limite du type règle morale à l'activité technique liée à l'IA, ou à toute activité technique d'ailleurs. Car si nous mettons des limites à notre activité technique, il y en a d'autres dans d'autres pays du monde, en Chine par exemple, qui ne se mettront pas de limites, et donc ils transgresseront toutes les limites, et ils feront beaucoup mieux que nous parce qu'ils auront transgressé les limites. Et eux, ils vont gagner la guerre des intelligences, et nous, si on se met des limites morales, on perdra la guerre des intelligences. C'est un peu le nœud de sa pensée. Voilà. Et dans cette idée, alors, le fait fondamental, c'est que l'homme, finalement, n'est que le corps humain, n'est qu'un simple matériau qui peut être hybridé avec l'intelligence artificielle. Donc il y a toute cette idée-là qui est sous-jacente, c'est que c'est un simple matériau méprisable, un matériau qui va être utilisable par l'intelligence artificielle. Et l'homme a besoin, alors pour toute cette mouvance-là, l'homme a besoin d'être sauvé, ces matériaux méprisables et obsolètes, a besoin d'être sauvé par la technique. Donc, il me semble que ces technoprogressistes, disons, oublient fondamentalement ce qu'est l'homme. L'homme, la grandeur de l'homme, c'est d'avoir un corps, et un corps qui est faible, qui est faillible. Hein, c'est la phrase de Pascal, que vous connaissez bien, la grandeur de l'homme, c'est dans sa faiblesse. C'est le roseau pensant. Je vous renvoie aussi à toute la littérature de Xavier Le Pichon. Vous savez, Xavier Le Pichon, qui est le professeur au Collège de France, lui, le découvreur de la tectonique des plaques, un des plus grands géologues mondiaux, qui, à la fin de sa carrière, a écrit des livres qui disaient la grandeur de l'homme, elle est dans son côté faible, méprisable, du côté des handicapés, du côté des personnes qui aident les handicapés. C'est ça qui fait la grandeur de l'homme. Donc, tout cet aspect-là, qui est au fond de l'anthropologie chrétienne, que la grandeur de l'homme, elle est dans sa faiblesse et de se reconnaître faible, ben, tout ça est balayé d'un revers de main. Parce que pour eux, le corps, finalement, n'est quelque chose de méprisable et qui doit être méprisé. Voilà. Alors, deuxième conclusion. Alors, je n'ai pas parlé de tous les aspects éthiques ou déontologiques sur l'utilisation de l'IA. Alors, bien sûr, c'est un sujet absolument fondamental. Je vous cite quelques mots-clés pour ce sujet, parce que vous savez que le développement foudroyant de l'intelligence artificielle va poser évidemment des problèmes d'ordre juridique, des problèmes d'ordre social, des problèmes d'ordre organisationnel, de fonctionnement de la société, fonctionnement politique de la société, de la stabilité de la société même.
Bon, alors, je vous cite quelques mots-clés, hein, mais je ne fais que citer, parce que chacun des mots-clés, il y a des heures et des heures de discussion, il y a des colloques entiers sur ce sujet-là, il y a des centaines de personnes, d'ingénieurs qui travaillent sur ces sujets-là, d'ingénieurs ou de chercheurs. Alors, par exemple, il y a la maintenance des boîtes noires que sont devenus les outils d'intelligence artificielle, premier sujet. La question des cyberattaques, des fraudes, de la construction des fakes, diverses fake news, des questions de la pornographie sur l'Internet, des questions d'addiction aux écrans, toutes les questions liées aux cybersécurité et bon, toutes les questions liées au blanchiment d'argent, toutes les fraudes financières, les questions liées à la personnalité juridique des robots, aux robots d'assistants domestiques, aux robots dans le monde militaire, les fameux robots tueurs, les drones tueurs qui, certains disent, qui agissent de façon autonome. Bon, en fait, on sait, mais ce n'est pas de façon autonome, qu'il y a quelqu'un qui a décidé qu'ils vont agir de façon autonome et donc qui a appuyé sur le bouton pour agir, pour que le drone agisse de façon autonome. Les questions liées à l'identité numérique, au contrôle facial, au contrôle social, etc., etc. Bon, alors bien sûr, comme je dis, on ne va pas parler de tout ça, on en parlera peut-être pendant les questions. Mais ce que je veux dire sur ces sujets-là, eh bien, il se trouve qu'il faut se rappeler, ce que je vous avais dit précédemment, c'est que derrière tous les outils d'intelligence artificielle, il y a des hommes qui sont des concepteurs, des régulateurs, des gens qui sont la maintenance, voilà, l'utilisateur, des utilisateurs qui utilisent en dehors des cas pour lesquels l'utilisation a été définie, etc., etc. Des gens qui font la validation des outils d'intelligence artificielle, qui la font mal, voilà. Des gens qui commercialisent, qui règlent les questions juridiques liées aux accidents générés par les robots, etc. Donc, il y a des hommes partout. Et c'est là où je reviens sur une notion fondamentale. Comme il y a des hommes partout, il y a un point clé, c'est la responsabilité. Dans la morale chrétienne, l'homme est responsable de ses actes. Et c'est ce point qui est le point central de la pensée de document Antiqua et Nova, donc qui a été publié par le Vatican, comme je disais, il y a peu de temps. Et il y a toute la fin de ce document est un des documents les plus, disons, c'est un document assez simple à lire, finalement, et assez court, et qui est d'un niveau de clarté extrêmement important et de profondeur, très visiblement de grande profondeur. Le document lui-même est un peu long parce qu'il y a beaucoup de notes, etc. Si vous voulez, la première partie de ce document, il est sur le site de l'Association des scientifiques chrétiens. Vous avez en 5 pages la première partie du document, la partie, disons, un peu de réflexion fondamentale sur ce qu'est l'IA et les problèmes éthiques avec la question de la responsabilité, qui est le cœur de la fin de cette première partie. Donc, si vous voulez lire, donc en fait, il s'agit des paragraphes 46, c'est autour des paragraphes 46 de ce document, où il est clairement dit que ces problèmes d'ordre éthique et déontologique sont complexes, mais ne peuvent être envisagés que sous l'angle de la responsabilité humaine des hommes qui sont derrière. Voilà. C'est ça la grande idée. Il y a un chapitre entier, un paragraphe entier qui est consacré à la responsabilité des concepteurs et des régulateurs des outils d'IA.
et un autre sur la responsabilité des utilisateurs, parce que les utilisateurs aussi ont leur responsabilité. Ne serait-ce qu'il ne faut pas qu'ils utilisent n'importe comment les outils, il faut qu'ils les utilisent à bon escient, dans des limites, la limite pour laquelle ils ont été conçus. Voilà. Et ben donc, je vais m'arrêter là. Merci.